Il est l'heure de parler de Mister Patrick Abirora. Est-ce que Patrick Abirora est le futur phénomène francophone du MMA? Et oui, les gars, parce que dans Kick Out, on va aussi parler du MMA, on va aussi parler de la bagarre. Et ça va être un petit peu important. La vraie bagarre, pas la bagarre en cible où on se conne pour de faux, là. La vraie de vraie, là. On va avoir toutes les semaines un ou deux sujets MMA, notamment PFL, UFC, Ares. Parce que maintenant, l'Ares, il y a du buzz vu que Baki l'a perdu. Donc bon. Baki l'a perdu. Il est tombé. Donc voilà. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il avait les ligaments croisés, les gars. Donc, c'est pas grave. C'est pas nos problèmes. C'est pas notre problème. On pourra en reparler, moi j'y crois pas. Je suis pas sur l'octogone, c'est pas mon problème. Je n'y crois pas Tu du fais tout. pas les mec. croisés début septembre, c'est impossible de combattre mi-octobre. Impossible. Ça y est, frère. Les croisés, j'ai un pote qui s'est fait des croisés, gros. Je crois qu'il a pas remarché avant plusieurs mois, mec. Hein. C'est ça. C'est très très chaud, hein, les croisés. Et donc, on va parler de Patrick Abirora, le combattant belge qui a rejoint le PFL il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Il a fini champion IMMAF, champion du monde IMMAF, donc les championnats du monde amateurs de MMA en 2023. C'est un monstre, mec. Depuis, on a évidemment qu'on a vu son combat au PFL. Évidemment, on l'a vu. Croire qu'il allait perdre contre Kevin Jousset avec tout le reste. Attention, Kevin Jousset, il est bon. Hein, Il est bon, mais C'est pas le gars Adesanya, je sais. Si, il s'entraîne au sable. tout mon respect, Jousset. Hein. Force à Moi, toi, je combattant, Kevin. mais. Mais il y a des limites, cousin. Et justement, depuis qu'il est arrivé au PFL et qu'il a fait ses débuts en professionnel, il est invaincu. 7 matchs, 7 victoires, 6 victoires par KO. Et c'est simple, le Belgian Bomber. Le Belgian Bomber. Tout simplement. La flashball, mec. Le flashball. La flashball. La flashball. Hein. Ah, la frappe de bonhomme, mec, c'est dur. Hein. Et justement, vis-à-vis de Patrick Abirora, est-ce qu'on est sur le combattant francophone le plus prometteur? Pour moi, oui. Ah oui. Le plus prometteur, oui. Clairement. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour moi, mec, il éclipse Jordan Zebo. Enfin, toutes les têtes d'affiche que tu vois actuellement. Peut-être à part Abouragimov, qui, je sais pas si j'ai bien dit son nom. Abdullah c'est ça. Abouragimov. Ouais, c'est ça. À part lui. Sinon, mais pour moi, je pense qu'il éclipse tout le monde. Après, là, j'en parle comme si on parlait des cash, mais en gros, c'est pas ça du tout. Mais pour moi, mec, il est à des années-lumière de Baki, de Jordan Zebo. Et pour moi, il n'y a que Abdul qui met la concurrence actuellement dans le circuit français. Est-ce que vous considérez Losen Keita comme francophone? Oui. Oui, il est francophone. Il parle français. Bah, oui, francophone, forcément. tu parles Justement, Ouais, mais c'est pour ça, parce que je vois que vous Oui, l'avez pas cité. forcément. Double champion à l'octagone. Ozan Kaita, très fort aussi. Hein. Très fort. Très Pour D'ailleurs, Fumble, c'est pesé aussi, il est fort. ouais, pour moi, s'il avait affronté Patrick et Pitbull, Oh, il lui aurait fait une boucherie. il aurait Il défiguré. lui aurait mec. vraiment fait une Il aurait boucherie. défiguré. Et Pitbull a pas accepté le combat. Il savait très bien Et pourquoi. il savait très bien Il savait pourquoi. très bien pourquoi. Après, il a raison aussi. Hein. T'es pas au point, t'es pas au point. Mais non, Patrick Abirora, c'est extrêmement fort. Et puis surtout, il a une marge de progression énorme. Hein. Dingue. Il a que 24 ans. Hein. Il est né le 26 mars 2001. Donc c'est un mec de chez nous, si jamais Patrick, tu veux venir. Patrick, si tu veux venir. Alors, Comme c'est juste Nas, ça, s'il te plaît. Mais non, il a une grosse marge de progression. Et surtout, c'est un combattant dont on a vraiment vu l'évolution depuis ses débuts en amateur. Il faut savoir que là, on est début 2026. C'est bientôt sa 7e année sur le circuit amateur et professionnel confondu. Alors, sa carrière amateur, on va peut-être y revenir après, elle n'a pas forcément commencé de la meilleure des manières, puisqu'il perd ses 2 premiers combats sur finish. Je crois le premier combat, il le perd sur guillotine et l'autre, c'est un KO / TKO. Mais par la suite, justement, il n'a pas lâché. Il s'est bien entouré aussi, parce que peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais son coach, Tarek Sendo, qui évidemment est le bienvenu aussi, famille, c'est vraiment un tacticien du MMA. C'est quelqu'un qui décrypte beaucoup, qui a vraiment... En pro, il est en 8-0. En pro, il est en 8-0, 7 KO. Et une décision. Et une seule décision. Et donc, non. En fait, c'est vraiment l'exemple du parcours qui n'est pas forcément parfait, qui n'est pas linéaire, mais où il a réussi à faire les ajustements. Ouais, il fait que monter en puissance, en fait. Et surtout, il est super lucide Mais sur ses capacités. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Menace, que Patrick Abirora, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est vraiment le plus prometteur Le plus prometteur pour moi, sur le circuit francophone? parce que c'est la question, pour moi, c'est pas le futur phénomène du MMA français. Parce que le phénomène, vraiment, c'est quelque chose d'énorme, comme Conor McGregor, comme Cédric Doumbé. Ouais, pour moi, c'est ça un phénomène. Pour moi, c'est pas un phénomène, mais en tout cas, c'est un futur très gros nom. Parce qu'il a battu des noms établis comme Danny Roberts, par exemple, qui c'est un ancien combattant UFC qui est à 30 combats pro. Donc, c'est un vétéran avec 18-9-0. Et Kevin Joseph, du coup, comme on l'a dit, qui était un ancien combattant pareil UFC. Bon, par contre, il était à 10-5-0 et 2-2 à l'UFC. Mais pour moi, en fait, ce qui fait la force de Patrick, c'est qu'en fait, c'est un mec qui est sûr de sa force, qui est sûr de ses capacités. Et c'est un mec qui a une bonne communication sur les réseaux, qui est bien entouré, qui fait que monter en puissance. Donc, franchement, j'attends de voir la suite. Il est très prometteur.
Il a remporté son dernier combat lors du PFL Lyon face à Kevin Jousset par KO. Encore une fois. Un KO terrible. Très, très, très fort. Mais justement, il a le KO power. Ah, clairement. La frappe. La patate de Belgique, elle est présente. Ah, vraiment. Le flashball de Molenbeek, il est là. C'est ça, il est sûr de sa force, il vient de Namur. Ouais, parce que je dis au hasard. Mais voilà, le flashball de Namur, il est là. Il est présent. Mais c'est quoi sa marge de progression pour le Belge? Sa marge de progression, bah forcément, on l'a moins vu au sol, évidemment, mais aussi parce que. En même temps. Non, mais on dit toujours, oui, on n'a pas vu son sol. En même temps, il te met au sol. Amenez-le au sol. C'est ça le problème aussi. Et je pense que. À chaque fois, c'est ça le problème, en fait, avec les gens qui regardent l'UFC. C'est bon, on n'a pas vu le gars au sol, mais en même temps, il faut réussir à l'emmener au sol. C'est ça. Sauf que si le mec est tellement puissant que tu peux pas l'emmener au sol, donc comment tu veux faire? Et puis je pense que, connaissant un petit peu son coach, on le rappelle, Tarek Sendo, je pense que c'est un aspect qu'ils ont quand même bossé, qu'ils ont absolument pas négligé dans ces dernières préparations. Sa marge de progression, j'ai envie de te dire, c'est juste forcément, en fait, prendre les bases qu'il a et les perfectionner, tout simplement, parce que il a le KO power, comme tu l'as dit, il a le coup d'œil, il a de très bonnes esquives, il a des bons déplacements aussi, ça c'est important, justement, il se repère bien dans l'espace de combat. Ce serait peut-être plus de variation dans son striking, mais maintenant, voilà, face à Danny Roberts, il lui a mis un KO head kick. Ouais. Donc tu te dis, voilà, le mec était déjà à l'aise avec son anglaise. Et finalement, il est polyvalent. Et au final, tu vois qu'il met des KO avec des coups de pied, il est très très bon. Il commence aussi à avoir son propre style. C'est peut-être là aussi où se situe sa marge de progression. C'est encore plus perfectionné son style du Belgian Bomber. Voilà, beaucoup de retraits, beaucoup de mouvements, notamment avec le buste. Un petit peu à la manière d'un kickboxer. Voilà, on voit des strikers très, très félins. Tu as des Adesanya, même si je compare pas les deux, bien évidemment, mais dans la manière de se mouvoir, très sur deux. Et puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Patrick Abirora, pour sa catégorie, il est très long, très longiligne. Il est assez grand quand même. Il est immense. Hein. Il fait 1m85. Donc pour les lightweight, parce que là, même si Koundjousset c'était en welter, sa catégorie de prédilection, a priori en pro, ce sera plutôt les lightweight. Moins de 70 kilos. Ouais. Exactement. C'est quand même un grand combattant. Il a une grosse allonge, 1m91. C'est assez rare, d'ailleurs, les combattants qui ont une allonge plus grande que leur taille initiale. Donc, sa marge de progression, c'est peut-être encore plus avoir sa propre DA, ce qu'il a déjà quand même. Mais sinon, pour moi, on a déjà quasiment le total package. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une inconnue vis-à-vis de Patrick Abirora parce qu'on ne l'a pas forcément vu au sol? Est-ce que c'est pas le plus effrayant? Pour moi, c'est pas le plus effrayant dans le sens où, à mon avis, c'est pas un aspect qui sont négligés dans l'entraînement. À mon avis, le boss, parce qu'ils savent que forcément les gens ont des attentes par rapport à ça. Donc forcément qu'il y a du répondant derrière. Le boss, par exemple, pour une critique qu'on a eue avec Conor McGregor, c'est qu'on l'emmenait pas au sol. Pourtant, alors que c'est un monstre au sol. C'est un monstre au sol. Je crois qu'il est ceinture nord. Il est meilleur au sol que debout. Hein. Il est meilleur au sol que debout. Pourtant, on l'a jamais vu au sol ou très rarement. Alors que pourtant, il est très très bon. Donc je pense que on a des réserves par rapport au fait que du coup, il est jamais au sol, mais on le bosse derrière. Donc il y a moyen qu'il puisse se défendre, qu'il puisse proposer quelque chose de très bon. Est-ce qu'il parce que là, c'est un peu la question aujourd'hui, ouais. Des combattants francophones qu'on a vus, est-ce que c'est celui qui donne la meilleure impression? Ah, clairement. Qui a la marge, qui a eu la progression la plus fulgurante? Oui et non, parce qu'au final, il a quand même un gros parcours. C'est 26 combats en amateur. Il a fait plusieurs fois les championnats du monde, etc. Donc, il y a quand même pas mal de bouteilles pour lui. À seulement 24 ans, c'est déjà un gros pédigré. Mais là, actuellement, en tout cas, c'est celui qui fait la plus forte impression parce qu'il gère très bien son image, comme l'a dit Menace. Il a une très bonne communication. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant et aussi inspirant, c'est son honnêteté. Lui, il a aucune honte à te dire je suis pas prêt pour l'UFC. Je suis pas prêt pour l'UFC. Un moment après son combat contre Kevin Jousset, on lui parlait de Nurmagomedov, de Ousmane Nurmagomedov, le cousin de Khabib. Je disais juste que je voulais m'entraîner avec eux. Il disait, je suis lucide, je sais que j'ai pas le niveau pour affronter un tel mec. Ça, il est lucide, pas comme Baki, par exemple. Baki qui a un entourage mauvais, et les gens l'ont poussé trop haut, trop vite. Que lui, il est plutôt lucide par rapport à ses forces, par rapport à ses capacités, par rapport à ses faiblesses. Il sait où il veut aller, il sait quand il doit aller. C'est vrai. Exactement, et tu vois, t'as des combattants, justement, à qui ça a profité aussi de prendre ce temps, d'avoir ce recul. Par exemple, Jiri Prochaska, qui a quand même été champion à l'UFC et qui est une vraie menace. Il est monstrueux, ce mec. Il est exceptionnellement fort. Si on parle d'un combattant, il va dans les orties à partir de ce moment-là. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et tu vois, lui, par exemple, il avait repoussé à plusieurs reprises
les offres de l'UFC parce qu'il s'estimait pas prêt. Il est arrivé à l'UFC, il avait plus de 25 combats, ça c'est sûr. Et au final, on a vu ce que ça a donné. 2 KO, on le propulse pour la ceinture. Il gagne contre Glover Teixeira, donc ce qui est pour moi le combat de l'année 2022. Et Patrick Abirora, pour l'instant, même si c'est pas exactement le même parcours, c'est un processus de réflexion similaire qui lui sera sûrement bénéfique. Justement, il est au PFL, il est à 7 combats, il est invaincu, 6 KO. Est-ce qu'il peut dominer le PFL, Menace? Dominer le PFL, je pense que oui. Pas maintenant, en tout cas dans un avenir proche. Parce que clairement, il est prometteur, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc je pense que oui, c'est possible qu'il le domine dans un futur proche. De quelle manière il pourrait dominer le PFL sur sa catégorie notamment? Sa catégorie, franchement, je pense en battant plus dans établi. On serait un peu plus sa légende, en fait, en battant des dans établi, en confirmant en fait son statut de knockout power et de star. De star émergente. À l'avenir, il serait capable de battre Nurmagomedov? À l'avenir, oui. Après, à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, tu vois, même un nom comme Paul Hughes. Voilà, Paul Hughes. Qui lui aussi avait affronté Nurmagomedov dans 2 très très bons combats, surtout le premier qui est très très équilibré. Même, tu vois, un nom comme ça, comme Paul Hughes, et devant à l'heure actuelle, je pense que même Abirora lui-même te le dira. Mais pour moi, c'est des noms et c'est des niveaux, des stades qu'il doit viser et qu'il est capable d'atteindre assez rapidement. Surtout que c'est un combattant qui est actif. Son premier combat pro, il a eu lieu en janvier 2024. Donc là, on est quasiment sur 2 ans de carrière. À l'AEF, combat qu'il a évidemment, grande surprise, gagné par KO aussi. Et là, il est déjà à 8 combats. Donc ça veut dire, voilà, il a une moyenne de 4 combats par an. Il est actif de fou. C'est très actif pour le circuit professionnel. Il est déjà au PFL. Là, comme l'a rappelé Menace, il a battu et Danny Roberts, puis Kevin Jousset. Danny Roberts, c'est quand même 14 combats à l'UFC. Ok, c'est un 7 victoires, 7 défaites, mais c'est des gros noms. Il a affronté des Jack Della Maddalena, des Mike Perry, qui sont des noms quand même assez connus dans le circuit. Jack Della Maddalena, qui a été champion de l'UFC en 2025. Il a été champion. Donc c'est pas rien. Et il arrive, il met KO ces gars-là. Et puis surtout, tu sens qu'il prend en confiance. Mais Menace, aujourd'hui, un Patrick Abirora, le Belge, c'est quoi l'objectif qu'il doit se fixer pour cette année 2026 au PFL? L'objectif qu'il doit se fixer, déjà, c'est encore plus bosser son sol, parce que forcément, les gens ont des réserves dessus. Et pareil, aller chercher des noms établis pour grandir un peu plus. Parce que pour l'instant, le titre, c'est encore trop loin. Donc au moins, battre des noms établis pour peut-être s'inscrire dans un top 10, un top 5. Puis au fur et à mesure, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, avoir peut-être une chance au titre. Et aller potentiellement chercher. Après, pourquoi pas aller potentiellement chercher l'UFC. Pour l'instant, c'est trop tôt. Même d'en parler, c'est beaucoup trop tôt. C'est un objectif pour lui de finir invaincu cette année, pardon. Mais lui, justement, il a beaucoup déconstruit ce mythe de garder son il zéro. Il a dit un jour il perdra. Il a dit en fait... Ouais, c'est ça aussi qui fait qu'il est lucide et qu'il est mature par rapport à ça. C'est qu'il sait qu'il peut perdre. Et il est OK avec ça. Et puis surtout, il a toujours introduit cette nuance. Il dit, ouais, les gens ils disent que je suis invaincu. Mais les gars, j'ai déjà perdu en amateur. Et surtout, il accorde pas énormément non plus d'importance au fait d'avoir le 0. On sait que, voilà, notamment en boxe anglaise, ou même certains combattants de MMA font vraiment une fixette là-dessus. Lui, il se dit non, ça fait partie du processus, ça fait partie de la progression. Ouais, ça fait partie de la vie. Parce que contrairement à beaucoup d'autres jeunes prospects qui ont une vision vraiment sur le court terme et qui te parlent direct de l'UFC, direct de taper tel nom, tel nom, tel nom, lui, il est en mode, j'ai une vision plus long-termiste, j'ai 24 ans, ma carrière, elle est encore longue. J'ai le temps, en fait. C'est ça, et surtout, je pense que lui, il est vraiment conscient de où est-ce qu'il est parti, parce qu'il part quand même de relativement loin. Ça fait maintenant 7 ans quasiment qu'il est sur le circuit, il y a eu des défaites, etc. Donc, non, je pense que c'est pas un objectif pour lui d'être invaincu. Je pense qu'il préférera perdre 1 ou 2 fois dans l'année, mais pourquoi pas lorgner autour de la ceinture du PFL ou même du tournoi à $1 million, plutôt que de conserver son 0, mais de continuer à affronter des mecs qui sont largement à sa portée et qui vont pas faire en sorte qu'il repousse ses limites. Là, le flashball de Namur, né le 26 mars 2001, donc il a 24 ans, 25 ans sur cette année. C'est quoi la bonne période pour rejoindre l'UFC? Ça dépendra des noms qu'il affronte, de la manière aussi dont il gagne. On sait que Dana White accorde énormément d'importance aussi au flashball. Bon, là, pour le coup, il commence à avoir un portfolio de KO assez conséquent. Mais j'ai envie de te dire, ça dépend. Tout dépend de lui, en fait. C'est ça. Tout dépend de lui? Ouais, tout dépend de lui. Et franchement, pour revenir sur le 0, c'est vrai que le 0, en plus, c'est franchement une source de stress, tu vois, par rapport aux combattants. Forcément, les gens s'appuient beaucoup là-dessus. Il l'a vaincu, personne ne peut le battre. Mais le fait qu'il soit OK avec ça, qu'il sache qu'il peut perdre, forcément, ça lui retire ce poids.
et ça lui rajoute, comme je t'ai dit, de la maturité. Voilà, il sait qu'il peut perdre dans son moment, qu'il y a des combattants meilleurs que lui. Il est mature et vraiment, il a une vision au long terme des choses et c'est ça qui est bon pour un combattant. Et ce serait quoi la bonne période pour aller dans la Big League? Dans la Big League, je dirais franchement, là, il ne doit pas se poser la question. Peut-être envisager, tu vois, y penser, forcément, c'est de ses choix. Mais je dirais peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'il s'inscrive déjà activement en PFL, qu'il remporte des tournois qui battent non établis. Puis pourquoi pas, ouais, peut-être dans 2 ans, 3 ans, aller chercher potentiellement l'UFC. Si Dana White se penche vers lui. C'est ça? 2 ans, 3 ans? Moi, j'aurais dit 2 ans. Je pense que voilà, cette année, il faut vraiment qu'il monte en puissance. 2027, c'est l'année de la confirmation où là, voilà, il se rapproche vraiment du titre mondial. Surtout que Nurmagomedov va peut-être partir avant aussi, vu que son contrat arrive à terme avec le PFL. Donc voilà, pourquoi pas avoir une victoire de prestige, par exemple, face à un Paul Hughes ou l'équivalent, qui sont quand même vraiment de très gros noms et qui, à mon avis, vont aussi faire très très mal une fois qu'ils vont arriver à l'UFC. Mais bien sûr que l'objectif, c'est l'UFC à terme, mais pas avant 2028, je pense, parce que de toute façon, il est pas pressé, là, il a 24 ans. Dans 2 ans, il sera encore vraiment dans la fleur de l'âge et il aura, je pense, acquis une expérience supplémentaire considérable. Donc 2028, 2029, ça me semble très très bien pour lui. Avec Patrick Abirora sur la scène francophone, sur qui on peut compter pour assurer l'avenir du MMA français sur les échelles les plus grandes? Donc bien entendu, on peut parler du PFL, on peut parler de l'UFC notamment, parce qu'avec tout le respect, le KSW aujourd'hui ne représente plus forcément une vitrine assez grande. C'est un tremplin. C'est un tremplin, mais après il faut partir. Et donc du coup, aujourd'hui... Coucou Saladin sur Yarsa, par exemple. Prends des notes, c'est important. On a un Paul Dena, on a Wally Tandia, on a bien entendu on a Abdouragimov, on a Patrick Abirora. Il y a qui d'autre sur qui on peut se pencher pour construire cette nouvelle génération francophone? Moi, j'aime bien Wally Tandia, à voir ce que ça donnera Il y a de la gueule, lui aussi. à l'Hexagone MMA Et il y a du punch. en février, mais il est très très bon, lui aussi, Et le grosse dit, carrière amateur. Il me l'a dit à mon micro d'ailleurs, jusqu'à Vegas. Excuse-nous. Jusqu'à Vegas, non, mais Excuse. c'est important de flex. Mais c'est vrai, oui, par exemple, Wally Tandia, moi j'aime bien son profil. Lui, il est quand même un petit peu plus Enfin un Malien showman. capable. Enfin un Malien capable. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Et pour l'instant, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Wally Tandia, c'est un profil intéressant. J'attends quand même de voir ce que ça va donner à l'Hexagone MMA début février pour la ceinture. Pour juger. Mais je pense que ça peut vraiment monter très très haut. Lui aussi est très jeune. Je crois que c'est un 2001, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'est Losen Keita. Losen Keita, je suis dans le train de fou. Franchement, les trois là. Ouais. T'es dans le 3 des 3 toi aussi? Ouais, Patrick, Lozen et Wally. C'est incroyable. J'attends de voir la suite, je suis branché. C'est le trio vainqueur. Ah mais après, ils sont dans des catégories de tueurs à gages aussi. Ouais, mais c'est des tueurs à gages aussi. Oui. Bah oui, Losen forcément, Keita, c'est pas des plombiers aussi. Tu vois. Losen Keita, aujourd'hui, il arrive auréolé quand même du statut de double champion à l'Octagone. Il a éteint quasiment tout le monde. Je crois qu'il est en 16 victoires, 1 défaite. Si Avec je dis pas de bêtises. ces 3 hommes-là là, qu'on a dégagé, les 3, on va dire, plus gros prospects francophones qui pourraient nous faire honneur, est-ce qu'on est sur des potentiels top 15, top 10 UFC? Oui. Top 15, top 10. Je te dirais plus oui pour. Wally, c'est Walter. Hein. En fait, je sais pas. En fait, Wally Tandia, c'est plus dur à dire, je trouve, parce que pour l'instant, ça s'est limité au circuit français. Ouais. Alors que Patrick Abirora, tu l'as vu, par exemple, face à un Kevin Jousset qui était aux portes du top 15. Tu l'as vu face à un Danny Roberts qui lui aussi a roulé sa bosse. Losen Keita, il a éteint tout le roster européen, si ce n'est Saladin Parnasse. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs à l'époque d'un super fight entre les deux. Ça aurait été un très très beau combat. Il y avait aussi des rumeurs d'un super fight franco-français entre Wally Tandia et Baki. Pourquoi pas? Et au final, je sais Ça pas. ne s'est pas fait. Je sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais Keita et Abirora, je suis plus confiant à l'heure actuelle. Je suis confiant pareil. Comme il dit, je suis plus confiant pour eux. Wally, j'ai encore un peu de doute. Mais pour Lozen et Patrick, là, c'est tout droit pour moi. Et Baki? Le top 15, ils peuvent y arriver. Et Baki? Baki, il est prometteur, il est très très bon. Déjà, il faut qu'il se sépare de son entourage, qu'il fasse un gros tri dedans et qu'il revienne plus fort. Qu'il soigne, parce qu'il a, du coup, il a encore... Ah, il a une grosse blessure. Ouais, forcément, une grosse blessure. Qu'il soigne et qu'il revienne plus fort.